Perek Shlishi, troisième Perek, Mishnah Aleph. Malbenot hatvoa sheben azitim. Donc des carrés ou des carreaux de récolte de blé entre les arbres, entre les oliviers. C'est-à-dire qu'on a un champ avec des oliviers et entre les arbres, entre les oliviers, il y a des carreaux de blé qui poussent. Bet Shammai omrim, Bet Shammai nous disent. Pe'a mikol echad vechad. Il faut qu'on enlève la pe'a de chaque carreau de récolte de blé. Chacun est séparé, parce qu'ils sont séparés par les arbres, et donc chaque petit groupe, chaque petit carreau est indépendant. Bet Hillel nous dit, mais echad ala kol, non, on peut prendre une pe'a pour tout le champ, tous ces carreaux de blé, il n'y a pas de souci, les arbres ne le séparent pas. Omodim, ils sont d'accord, chez Imayu Rashi Shoat Moravin, que si ces lignes de ces carreaux, si on peut dire, sont mélangés, qu'on peut effectivement donner une PA pour tout. Donc ça, c'est l'opinion de Bet Shammai, même si Bet Shammai dit qu'on peut faire chaque chose séparée, mais ils sont d'accord que si les carreaux se touchent, eh bien dans ce cas-là, on peut prendre une PA pour tout. Alors, il y a une explication intéressante que l'Yerushalmi nous explique, et que la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, en fait, c'est que quand il y a 10 arbres, 10 oliviers, sur un espace, un terrain, un champ, qui est 50 amas sur 50 amas. Ça fait à peu près 800 mètres carrés. On appelle ça Bet Sea. Ça veut dire quoi Bet Sea? C'est l'endroit où on avait l'habitude de planter un CA, c'est-à-dire à peu près 13 litres de récolte. C'est là qu'on plantait. Donc, sur cet espace-là, c'est considéré comme un champ qui est un champ normal. Mais si il y a plus d'espace entre les oliviers, c'est-à-dire qu'en fait, on a moins d'oliviers, on a moins que 10 oliviers dans cet espace de Bet Asea, parce qu'ils sont plus espacés, même Bet Hillel est d'accord qu'ils sont tellement espacés que chaque carreau de blé doit avoir sa PA à lui, parce que c'est trop écarté. Et les arbres étant distants l'un de l'autre, c'est comme si on peut dire que ça crée une séparation, c'est peut-être entre chaque carré. Et donc chaque rectangle, enfin chaque carré, si on peut dire, est comme un champ de par lui-même. Et maintenant, si c'est beaucoup plus resserré, c'est-à-dire qu'il y a plus d'arbres dans cet espace-là, même Bet Shammai est d'accord qu'on peut faire une PA pour tout. Ça, c'est une explication qui nous est donnée dans le Yerushalmi. D'après la Girsa du Rambam, notre Girsa c'est l'opposé dans le sens où Bet Shammai et Bet Hillel, que Bet Shammai est d'accord quand le champ est plus écarté, Bet Hillel est d'accord quand le champ est plus rapproché. Mishnah Bet. Amenamer et tzadeu v'shek lachim lachim. Donc plus ou moins la même idée, qu'il y a des espaces séparés dans un champ, et on va continuer avec ça dans le Perek. Donc quelqu'un qui est menamer son champ, v'shek lachim lachim, il a laissé des épis qui sont encore frais, qui sont pas encore secs. C'est de quoi menamer? Menamer, c'est un mot de namer. En général, on traduit ça comme un tigre ou une panthère, c'est-à-dire un léopard, des taches. Comme ce léopard qui a des taches, donc on a des taches de champ. Ça veut dire quoi? Qu'il y a tout le champ et la personne prend ici et là du blé, mais va laisser de l'autre côté des épis qui ne sont pas encore prêts. Donc, quand on regarde en haut, on a l'impression qu'on regarde peut-être un peu quelque chose qui ressemble à un échiquier, si on peut dire, avec des espaces où on a enlevé la récolte et des espaces où il y a encore la récolte. Donc, Rabbi Akiva nous dit, Noten PA mikol echad vechad. On donne une PA de chaque endroit séparé. Chachamim nous disent, mais echad ala kol, une PA pour tout. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va, ce que Rabbi Akiva nous dit, quelle explication du Ravad et du Barthénois, c'est que quand on va refaire la récolte du reste, les endroits qu'on a laissés, et ensuite maintenant on va les récolter une deuxième fois, ce qu'on peut faire, il faut donner, d'après Rabbi Akiva, une PA pour chacun de ces endroits. Et ce qu'on a pris avant, c'est séparé. Donc il y a une partie avant qu'on a pris, c'est séparé, maintenant il faut prendre chaque endroit séparé, et le fait qu'on a commencé à récolter en enlevant les épis qui étaient déjà mûrs, ça c'est une récolte. C'est pas le début de la grande récolte, c'est une récolte de par elle-même. Donc c'est une PA. Le reste, c'est notre récolte, une autre paire. D'après les Chachamim, ils disent que non. D'après les Chachamim, quand j'ai commencé à ramasser les épis ici et là, c'était une première récolte. C'était le début de la récolte, pardon. C'était le début de ma récolte, et le reste, ça continue. Donc quand je vais faire le reste du champ, c'est-à-dire que je vais ramasser les épis qui au départ étaient encore frais, maintenant qui sont mûrs,
eh bien, je peux prendre une PA pour toutes les deux parties que j'ai faites. La partie qu'on avait enlevée avant et la partie qu'on va donner maintenant. Ou Modim Chachamim Rabbi Akiva. Maintenant, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva. Bezoa Shevet ou Chardal, Bishlosha Mekomot. Que si quelqu'un a planté Shevet c'est une graine qu'on appelle aneth, ou Chardal, bien des graines de moutarde, Bishlosha Mekomot dans 3 endroits, c'est-à-dire 3 endroits séparés dans un champ. On donne un PA pour chacun de ces endroits-là. Dans la Mishnah, 3 endroits, donc on va donner une PA pour chacun de ces 3 endroits, parce que ces plantes-là, d'habitude, on les plantait de manière séparée et individuelle. Donc chaque groupe, chaque petit coin, a besoin de sa PA pour elle. Mishnah Gimel, toujours la même idée. Donc quelqu'un qui va ramasser les oignons frais pour les vendre, et il va laisser Yeveshim, les oignons qui vont être séchés, la goren pour les ramasser, pour lui-même. Donc il y a encore une fois 2 étapes. Il y a les oignons frais qu'il arrache, et il va laisser des oignons encore dans la terre, qui vont pousser un peu plus tard, pour quand il va les faire sécher. Donc, noten per le latzman, c'est 2 PA. Une PA pour la première récolte, quand il y a des oignons frais, qu'il va vendre, et une deuxième PA quand il va récolter le deuxième groupe d'oignons, les oignons qu'il va laisser pour sécher, et qu'il a mis de côté. La même chose pour les fèves. La même chose pour les vignes, où il sépare en 2 fois les raisins. Ha-medel, quelqu'un qui va alléger les vignes. Alors, on a plusieurs explications sur le mot de medel, que c'est quelqu'un qui prend du raisin, un peu ici et là. Pas un endroit, mais de côté. Et il va les prendre pour les vendre. Et une autre partie, il va les laisser pour faire du vin. Donc il prend des grappes de raisin à travers son champ, à travers ses vignes. Il y a une partie, et une autre partie qui va être pour plus tard pour faire du vin. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication de Medel, c'est que quelqu'un qui va, quand des fois les choses sont trop tassées, il y a trop de raisins, etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va créer de l'espace. Donc il va enlever quelques grappes pour qu'il y ait plus d'air, plus de lumière, etc. pour les autres grappes, pour que ça puisse pousser mieux. Donc il peut prendre une PA de ce qu'il a enlevé, c'est-à-dire qu'il prend une PA sur ce qui va rester. C'est-à-dire, la première partie, quand il enlève un peu à droite, à gauche, pas besoin de donner la PA, et uniquement une PA pour ce qui va rester après. Quand quelqu'un prend de son champ aussi, mais machat yad d'une seule main, il va donner, donc, sur ce qui va rester, une PA. C'est-à-dire, et la PA, ce sera pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi, machat yad? Que le Barthénois nous explique qu'il prend d'une seule main. Comment est-ce qu'on ramassait le blé à l'époque? Maintenant, de nos jours, il y a les machines. On prenait avec une main, on faisait une botte, et ensuite avec l'autre, on coupait. Donc ça, c'est achatia, donc une main. Une partie de ces bottes-là. Donc quand il prend ça, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre donc cette botte-là, et à chaque fois, il va ramasser, et il pourra donner la PA de ce qui va rester à la fin. Mishnah... Mishnah Dalet, pardon. Les meilleurs oignons. C'est quoi les meilleurs oignons? C'est les oignons qu'on va laisser dans la terre, et on va se servir de ces oignons-là en tant que graines pour planter d'autres oignons. Ces oignons-là, on est obligé de donner la PA, ils ne sont pas exempts de PA. Rabbi Yossi lui dit non, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que quand on va les ramasser, ils ne sont plus mangeables. C'est uniquement fait pour les planter, et si c'est plus mangeable, on n'a pas besoin de donner la PA. Malbenot abetzalim sheben hayerek. Les blancs d'oignons, c'est-à-dire qu'on a des groupes, un petit carreau d'oignons entre les légumes. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, PA mikol echad vechad. On donne chaque petit groupe d'oignons à sa PA à lui.
Chachamim disent non, mais echad à la colle, on peut faire une péa pour tous les oignons qui sont éparpillés à travers le champ. Mishnah ha'achin shechalku, deux frères qui se partagent un champ. Donc ils ont hérité d'un champ. Maintenant ils se divisent ce champ-là. Chacun a sa partie du champ. Notnin shte peot, il faut que chacun donne sa péa, donc il y a deux péot. Chacun donne sa péa. Chazu v'nishtatfu, maintenant s'ils ont décidé de redevenir partenaires. Donc ils ont reçu leur champ, ils ont hérité du champ, ils ont décidé, ok, je ne sais pas, tu prends ta moitié, je prends ma moitié, puis après ils ont dit non, pourquoi on fait ça, on redevient partenaire, on peut faire une PA pour tout le champ. Shneim shelakhrota ilan, s'il y a deux personnes qui sont partagées à un arbre, chacun prend un arbre, notin PA, ils peuvent donner une seule PA, même s'ils sont tous les deux partenaires sur le même arbre. Mais la carte Zetzfonov Zedrom aussi se sont divisés l'arbre, dans le sens, un dit, voilà, moi, tous les fruits du côté nord, c'est pour moi. L'autre a dit, tous les fruits du côté sud, c'est pour moi. Chacun doit donner sa paix à lui. Quelqu'un qui vend des petites pousses d'arbres dans son champ. C'est-à-dire que la terre lui appartient, il a des arbres, c'est une pépinière, et les gens sont censés venir récupérer, acheter des arbres. Donc les arbres sont plantés. Quand la personne vient, on déplante l'arbre, on déracine l'arbre et on donne à cette personne. Donc il a ces arbres-là. Chaque arbre doit avoir sa paire. Pourquoi ? Parce que chaque arbre est indépendant, ça ne fait pas partie d'un champ. Chaque arbre est censé partir chez une autre personne qui va l'acheter. Donc chaque arbre a sa paire. Rabbi Yoda dit, et matai quand ça ? Quand il n'y a rien qui reste pour le propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire vend tous les arbres. Mais si le propriétaire se garde des arbres, ou n'entend pas la côte, c'est lui qui va donner une PA pour tous les arbres, c'est-à-dire pour tous les fruits qui ont poussé sur les arbres-là. Mishnah Vav, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous les choses suivantes. Kaka betrova chayev de beper. Un terrain qui est betrova. Alors betrova c'est combien ? Ça fait à peu près 35 mètres carrés. À partir de cette taille-là, de 37 mètres carrés, il faut qu'on donne la paire. Rabbi Shomer nous dit, c'est pas une question de combien on va planter. Les 35 mètres carrés, je vous dis, c'est basé sur le combien. On va planter un rova, un quart de cave. Okay? Un cave, c'est à peu près, donc, que je dise pas de bêtises, un cave, c'est à peu près 2 litres, un peu plus que 2 litres. Donc 2 litres. Un quart, c'est un rova. Là, on parle d'un quart, donc à peu près un quart de litre, un demi-litre de graines qu'on va planter. Et cette taille-là, donc ça nous donne un carré d'à peu près 35 mètres carrés. Donc ça, c'est en fonction d'après Rabbi Eliezer. Quelle est la taille de ça ? C'est en fonction de combien je vais planter. Rabbi Shomer dit non. Ça dépend de combien je récolte. C'est pas combien je vais planter, c'est à peu près 2 CA de récolte. Donc, ça c'est d'après Yehoshua. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit Shisha Tefachim, 6 Tefachim sur 6 Tefachim, c'est tout petit. Un Tefar c'est à peu près entre 8 et 10 cm, 6 sur 6. Okay? Disons 60 cm sur 60 cm. À partir de ce niveau-là, il faut déjà donner la paire. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Rabbi Yehuda ben Beter nous dit Kedelik Tzor Lishnot. Non, il faut que ce soit assez pourquoi Kedelik Tzor Veleshanot. Pour pouvoir ramasser une deuxième fois. Comme on a expliqué tout à l'heure dans notre Mishnah, c'est que quand on prenait avec une main, si on peut dire, une botte, on coupait, et une deuxième fois. Donc s'il y a assez pour pouvoir récolter ça 2 fois, 2 bottes ou 2 ramassages, ça suffit et il faut donner la paire. Ve'alacha kedvara, ve'alacha comme lui. Qui va Omer, Rabbi Akiva nous dit, kaka kodshu chayav b'pea. Quelle que soit la taille, après Rabbi Akiva, il faut donner la paire. Pourquoi ? Parce que c'est marqué dans le pasuk, pea tzadecha, de ton champ, n'importe quelle taille d'un champ. Bebikurim, et c'est la même chose pour les bikurim, quels que soient les bikurim. V'lechtav ala prusboul, et d'écrire le prusboul. Alors c'est quoi le prusboul ? Le prusboul, c'est lié à la Shemitah. Il y a un din dans la Torah que l'année de Shemitah, toutes les dettes d'individu à individu sont annulées. On appelle ça Shmitat Ksafim. Hillel Hazaken a vu que les gens refusaient de prêter de l'argent à cause de ça.
parce qu'il savait très bien, et plus on se rapprochait de la Shemitah, plus ça devenait dangereux, si on peut dire, on prenait un risque pour les prêteurs, que les gens qui pouvaient prêter de l'argent refusaient de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils disent, voilà, la personne ne va pas me rembourser, ça va être bientôt l'année de la Shemitah, il va en profiter en disant, voilà, désolé, la dette est annulée, et moi je me trouve coincé. Donc les gens arrêtaient de prêter de l'argent. Donc, il a mis en place un système qu'on appelle un prosboul. Prosboul, c'est quoi? C'est qu'on transmet ces dettes individuelles, personnelles, à la cour, au tribunal. Et maintenant, ça devient une dette qui n'est plus une dette personnelle. Les dettes personnelles sont annulées. Mais là, c'est une dette qui fait partie maintenant du système judiciaire, et donc la dette n'est plus annulée. Pour pouvoir faire ça, il faut être propriétaire de terre. Qu'il y a un peu de terrain, si on peut dire, qui va être derrière, qui va garantir la dette. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir faire de prosboul, donc il faut être propriétaire de terre. Il faut avoir kol shehu, n'importe quel espace de terre, ça suffit. Et n'importe quel espace de terre aussi, on peut acquérir des possessions, des objets, bekesef ou beshta ou bechazaka, avec soit de l'argent, soit un document, soit la chazaka, soit en assumant la propriété de cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux manières d'acquérir des choses dans la Torah. Il y a karka, ou bien nechassim, sheyesh lahem achayut. Karka, c'est la terre, l'immobilier. On appelle ça des biens qui sont responsables, qui sont garanteurs. Ça veut dire quoi, des biens qui sont garanteurs? Que si quelqu'un a une dette, la dette peut être collectée, ou peut être payée, remboursée avec de la terre, avec de l'immobilier. Et même si la personne a vendu son immobilier, elle avait une maison, un terrain, etc., après avoir pris une dette, même si la personne a vendu le bien, la personne à qui on doit de l'argent a le droit d'aller récupérer ce terrain-là, ou cette maison, cet immobilier-là, pour se faire payer. Donc c'est une achayut, une responsabilité. À l'opposé de biens, d'objets, si quelqu'un avait une voiture et qui doit de l'argent à quelqu'un d'autre, entre-temps il a vendu la voiture, la personne à qui on doit de la dette, à qui on doit de l'argent, ne peut pas aller récupérer la voiture qui a été vendue. Donc il y a les objets et il y a la terre. La terre peut être achetée avec de l'argent. Et chazaka ou bien shtar, c'est-à-dire qu'on écrit un document. Maintenant, des biens, les objets ne peuvent pas être achetés avec l'argent dans le sens où, d'après la Torah, l'argent même ne rend pas propriétaire de cet objet-là. C'est pas parce que j'ai payé pour quelque chose que je suis le propriétaire. Pour la terre, oui. Pour l'immobilier, oui, mais pas pour les objets. Et donc, il faut que je le prenne, que je fasse meshicha. Ou bien une chazaka, que je m'en serve. Mais juste d'avoir payé pour ça ne me rend pas propriétaire de cet objet. Il y a une possibilité d'acquérir un objet par l'intermédiaire d'une terre. C'est-à-dire que si j'obtiens une terre avec de l'argent, je peux dire aussi, agav, par le fait que je deviens propriétaire de ce terrain-là, je peux aussi devenir propriétaire d'objets. Si ça a été construit, mis ensemble dans la transaction. Combien de terres j'ai besoin d'avoir pour pouvoir être propriétaire de cet objet-là? D'après ce que la Mishnah lui dit, n'importe quel espace. C'est pas grave, il n'y a pas de taille, si on peut dire. Kol shehu, n'importe quel. À partir du moment où on a un peu d'espace de terre, 1 cm², ça me suffit. Mishnah Zayin. Akotev nechasav shriv mera. Quelqu'un qui est mourant et qui a donné ses biens à quelqu'un d'autre. Ça peut être sa famille, ça peut être un ami. Il y a un din que un shriv mera, normalement quand quelqu'un est mourant, ces mots sont comme un contrat. Le fait qu'il ait dit. Donc maintenant, il y a quelqu'un qui est mourant et il a donné tous ses biens à quelqu'un. Il s'avère que maintenant la personne s'est rétablie, elle va beaucoup mieux. Maintenant elle dit non, j'ai changé. Quand je lui ai donné tout ça, c'est parce que je pensais que j'étais plus en vie. Donc maintenant que je suis en vie, j'ai besoin de mes biens, donc je voudrais les récupérer. Alors la Mishnah dit la chose suivante. Shier chaka kol shehu. Si il s'est gardé un peu d'espace, un peu de terre, matanato matana. Ce qu'il a donné, c'est un bon cadeau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a donné, je ne sais pas, il a des immeubles partout. Il a dit voilà, j'ai donné à mes enfants, à ma femme, tous mes biens, à mes amis, je donne tout. Si il s'est gardé quelque chose,
il ne peut pas se servir d'excuse en disant moi, je pensais que j'étais mourant, donc j'aurais plus besoin de quoi que ce soit, et j'ai tout distribué. Non, clairement, tu pensais à l'avenir, si on peut dire, puisque tu as gardé quelque chose pour toi. Donc, ce que tu as donné est un bon cadeau. Attends, s'il a tout donné à 100%, ce qu'il a donné, c'est pas considéré comme un vrai cadeau. Dans le sens où il peut dire, effectivement, moi je pensais que j'allais être mourant, donc j'ai plus besoin de quoi que ce soit. J'ai tout donné. Maintenant que je suis rétabli, j'ai besoin d'avoir un endroit, ma maison et mes biens, etc. Donc clairement, s'il avait tout donné, c'est qu'effectivement, dans sa tête, il partait de ce monde-là. À partir du moment où il partait de ce monde-là, il n'avait plus besoin de quoi que ce soit, il a tout donné. Mais c'est uniquement parce qu'il pensait qu'il allait partir. Maintenant qu'il reste avec nous, clairement, il a besoin d'avoir un endroit où habiter, ses biens, etc. Donc ce que la Mishnah nous dit, c'est que s'il s'est gardé quelque chose, il ne peut pas se dire « Ah oui, moi je pensais que j'étais mourant, j'ai tout donné ». Non, clairement non, puisque tu t'es gardé quelque chose. Mais à partir du moment où tu as tout donné, et que maintenant tu t'es rétabli, au Hachem, eh bien, les cadeaux, les dons sont annulés. Nechassav levanav. Si il a à côté de Nechassav levanav, quelqu'un qui écrit à ses enfants, il donne toutes ses possessions. Vekatav lishto, et il a donné à sa femme, kaka kolshu, un petit bout de terre. Ibda ktubata, en acceptant cette terre-là, elle a perdu sa ktuba. C'est-à-dire qu'elle a accepté déjà que ce qu'on son mari va lui donner. Ça veut dire quoi qu'elle a perdu la ktuba? Ça veut dire que ce qu'elle était censée recevoir au décès de son mari, ça a été remplacé par le cadeau que le mari lui a donné avant son décès. Rabbi Yossi dit non, c'est pas si simple que ça. Im kibla le'aseh, elle a accepté ce que le mari lui a donné, c'est bon. Effectivement, elle a perdu sa ktuba. Afapi shelo katavla, même si ça n'a pas été écrit. Shriv Mera n'a pas besoin d'écrire, sa parole c'est comme c'était écrit. À ce moment-là, ibda ktubata, elle a perdu sa ktuba. Mais si elle n'a pas accepté, elle a fait le calcul rapidement, elle a dit non, dans ce cas-là, elle a toujours sa ktuba. Mishnachet, akotev nechasav lavdo. Quelqu'un qui a donné tous ses biens à son serviteur, à son esclave. Yatsa ben chon, l'esclave est devenu libre. Pourquoi? Parce qu'en faisant partie de tous ses biens, c'est quoi? Il y a l'esclave. Étant donné qu'il lui a tout donné, il a donné à l'esclave son droit sur lui-même aussi. Donc l'esclave est libre. Shier kakal koshu aussi, il a gardé un peu de terre pour cette personne-là. Lo yatsa ben chorin, l'esclave n'est pas libre. Il a effectivement devenu le propriétaire de peut-être tout un empire immobilier, mais il est toujours esclave. Rabbi Shimon dit, l'olam ou ben chorin, non, quoi qu'il arrive, si la personne donne tous ses biens à un esclave, même si c'est gardé un petit peu quelque chose, cet esclave est devenu libre. Achi Omar, à moins qu'il précise, tous mes biens sont donnés à ces serviteurs-là, à part un 10 millième de ces biens-là. Donc il a gardé un tout petit peu. S'il a précisé, je me garde quelque chose, dans ce cas-là, l'esclave n'est pas libéré. Mais s'il n'a pas précisé, l'esclave est libre. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Le Rambam nous explique, le Barthénora nous explique, parce qu'à partir du moment où il a donné quelque chose, ça veut dire qu'il avait clairement en tête que l'esclave ne soit pas libre, parce que quand on se dit que quand la partie, le 1 des millième qu'il n'a pas donné, c'était justement cet esclave-là. Il est resté le propriétaire de ça. Donc c'est pour ça qu'il reste le propriétaire. Ou bien, d'après l'opinion du Rambam et du Gaon de Vilna, parce que 1 10 millième, c'est 1 10 millième de tous ses biens, ce qui va inclure 1 10 millième de son esclave aussi, donc il est toujours resté propriétaire de l'esclave.